bien que peu connus du grand public, sont des accords souscrits à la veille des indépendances et qui permettaient cette dernière de continuer à contrôler ses territoires dans nombreux domaines, tels que le militaire, le politique, mais surtout des accords économiques. Avant de partager ces accords avec vous, nous allons faire un tour dans le passé pour comprendre mieux. Dans le bilan économique de la colonisation en Afrique étudie les conséquences économiques de la colonisation du continent, qui s'étend de la fin du XIXe siècle à la deuxième moitié du XXe siècle. En l'espace d'une trentaine d'années de 1880 à 1914, le continent africain connaît des changements rapides et importants, consécutifs à la conquête de son territoire. La stabilisation des colonies se poursuit ensuite. Vers 1960, on compte 2 millions d'enfants scolarisés en Afrique subsaharienne française et à Madagascar. Dans la seule Afrique subsaharienne, 16 000 écoles primaires et 350 établissements secondaires, collèges et lycées, fonctionnaient. 96% des instituteurs étaient africains au moment de l'indépendance. Cependant, la quantité des infrastructures éducatives ne renseigne pas sur leur qualité. D'après Denis Cognot, les colonies britanniques affichaient une performance éducative supérieure aux autres colonies, dans le primaire et le secondaire. Le système britannique était basé sur un partenariat entre les missionnaires et le gouvernement, alors que les Belges et les Portugais comptaient seulement sur les missionnaires. Le niveau de formation des ressources humaines joue dans la spécialisation économique africaine. En matière d'économie d'extraction, des ressources abondantes et une main-d'œuvre relativement peu qualifiée poussent à exporter des matériaux bruts, c'est le cas aussi pour l'agriculture. Pour les Africains, les premières manifestations de l'économie nouvelle se présentèrent sous forme de routes, de chemins de fer et de lignes télégraphiques. La construction de réseaux de transport et de communication préludait à la conquête, ils constituaient les moyens logistiques permettant de nouvelles agressions à partir des bases formées par les zones occupées. Toutefois, rares étaient les routes et les chemins de fer dont l'intérêt était exclusivement militaire, les voies ferrées qui facilitaient la conquête servaient aussi à l'exploitation des arachides, du coton, etc. Soulignant l'importance des infrastructures nécessaires au commerce, Henry Morton Stanley affirme que, sans le chemin de fer, le Congo ne vaut pas un penny. Ce sont les populations autochtones qui fournissent la main-d'œuvre. Les routes, les ports, les voies ferrées, par absence de matériel, ont limité au minimum l'achat de machines, ont été construits à la main par des hommes et des femmes. Celles-ci passaient des semaines et des mois à damer les routes comme le plancher de leur case. Le chemin de fer Congo-Océan et celui de Tieskei sont d'ailleurs jalonnés de cimetières. À défaut de prestataires, parfois en fuite, on mettait la main sur leurs femmes et leurs enfants, qui, en Afrique équatoriale, étaient entassés comme otages dans des camps de la mort, car les otages n'étaient pas nourris. En 1960, au moment des indépendances, la France avait construit 18 000 km de voies ferrées, 215 000 km de pistes principales utilisables en toute saison, plus de 50 000 km de routes bitumées. Ces chantiers ont eu un coût humain terrible tant les conditions de travail étaient dures. Elle laisse également 63 ports équipés et 196 aérodromes. Une fois les institutions coloniales établies, les infrastructures de transport sont consacrées au transport de matières premières hors d'Afrique. Ainsi, le chemin de fer Abidjan-Niger est construit afin de transporter la main-d'œuvre agricole depuis la Haute-Volta vers les plantations coloniales de la Côte d'Ivoire, et d'acheminer le minerai d'uranium prélevé au Niger vers le port d'Abidjan puis de là vers la France. De même, le chemin de fer Congo-Océan est dévolu au transport minier, concernant sa construction durant le premier tiers du XXe siècle, des qualificatifs tels que « conditions de vie inhumaines » et « effroyables consommateurs de vies humaines » sont utilisés. L'activité économique des colonies est basée sur les ressources naturelles locales, ce qui signifie que les zones dépourvues de ces ressources sont totalement négligées. La question de savoir si la colonisation a eu des effets globalement positifs ou négatifs sur l'économie africaine est un sujet débattu. Walter Rodney estime que l'aventure coloniale fut l'une des sources du développement capitaliste européen et de la déchéance économique de l'Afrique. D'autres considèrent aussi que tous les progrès économiques réalisés pendant la période coloniale le furent à un prix élevé et injustifiable pour les Africains, travail forcé, travail migratoire, lesquels, déclare Davison, firent probablement plus pour démanteler les cultures et les économies précoloniales que presque tous les autres. Aspect de l'expérience coloniale réunie, culture obligatoire de certaines plantes, saisie forcée des terres, déplacement de population, avec comme conséquence la dislocation de la vie familiale, système des passes, taux de mortalité élevé dans les mines et les plantations,
brutalité avec laquelle les mouvements de résistance et de protestation provoqués par ces mesures furent réprimés, etc. La période coloniale a été une période d'exploitation économique impitoyable plutôt que de développement pour l'Afrique et l'impact du colonialisme sur l'Afrique dans le domaine économique est de loin le plus négatif de tous. À l'inverse, certains économistes et historiens ont défendu le bilan économique de la colonisation, mais ce sont les moins nombreux. Pour P.C. Lloyd, les exportations de matières premières ont apporté une richesse considérable au peuple d'Afrique occidentale. Pour Lewis H. Gann et Peter Duignan, le système impérial est l'un des plus puissants agents de diffusion culturelle de l'histoire de l'Afrique. Le crédit, ici, l'emporte de loin sur le débit. D. K. Fieldous est arrivé à la même conclusion en 1981. Apparaît donc que le colonialisme ne mérite ni les louanges, ni les blâmes qu'on lui a souvent décernés. S'il a fait relativement peu pour surmonter les causes de la pauvreté dans les colonies, ce n'est pas lui qui a créé cette pauvreté. L'Empire a eu de très importants effets économiques, certains bons, d'autres mauvais. Ce sont les réalisations en Afrique qui ont conduit à des actes de torture perpétrés par les Occidentaux, qui ont contraint les anciens dirigeants africains à signer un traité avec eux. À propos de dette coloniale, le cas le plus emblématique est sans aucun doute celui d'Haïti. Suite à la rébellion des esclaves, menée par Toussaint Louverture, l'indépendance d'Haïti est proclamée en 1804, marquant la victoire retentissante du peuple haïtien face à l'impérialisme français. Mais le 17 avril 1825, une flotte de navires de guerre français se tient prête à intervenir dans la rade de Port-au-Prince. La France menace la jeune République d'une nouvelle invasion militaire et du rétablissement de l'esclavage si celle-ci refuse de lui payer une indemnité de 150 millions de francs or. Haïti se soumet et paiera jusqu'au dernier centime. Au début du XXe siècle, les 4/5 du budget seront destinés au remboursement de cette rançon colossale et les finances haïtiennes serviront les intérêts de l'ancien oppresseur colonial, la France et ses banques privées, plutôt que les intérêts et les besoins de la population. Cette dette coloniale constitue l'acte fondateur de la dette odieuse et illégitime haïtienne et sera suivie par des décennies de violence durant lesquelles la dette sera la clé de voûte des politiques de domination et d'accaparement. L'histoire de l'endettement haïtien est donc un cas d'école, mais certainement pas un cas unique. Nombreux sont les pays qui, après avoir arraché leur indépendance, se sont vus imposer une dette coloniale, contractée par la puissance occupante pour réaliser des investissements dans le pays occupé et transféré au nouvel État juridiquement indépendant. Dans ce dossier sont également abordées les dettes coloniales du Maroc, de la RDC, de la Tunisie, du Cameroun, de l'Inde, de Porto Rico, du Venezuela et plus généralement de l'Amérique latine. L'interdiction de transférer les dettes coloniales a été posée dès 1919 avec le traité de Versailles, qui dispose dans son article 255 que la Pologne est exonérée de payer la fraction de la dette dont la commission des réparations attribuera l'origine aux mesures prises par les gouvernements allemands et prussiens pour la colonisation allemande de la Pologne. Concernant les colonies africaines de l'Allemagne, la réponse des Alliés fut la suivante: les colonies ne devraient être astreintes à payer aucune portion de la dette allemande, et devraient être libérées de toute obligation de rembourser à l'Allemagne les frais encourus par l'administration impériale du protectorat. En fait, il serait injuste d'accabler les indigènes en leur faisant payer des dépenses manifestement engagées dans l'intérêt de l'Allemagne, et il ne serait pas moins injuste de faire peser cette responsabilité sur les puissances mandataires qui, dans la mesure où elles ont été désignées par la Société des Nations, ne tireront aucun profit de cette tutelle. Une disposition similaire fut prise dans le traité de paix de 1947 entre l'Italie et la France, qui déclare « inconcevable que l'Éthiopie assure le fardeau des dettes contractées par l'Italie afin d'en assurer sa domination sur le territoire éthiopien ». L'article 16 de la Convention de Vienne de 1978 sur la succession d'États en matière de traité ne dit pas autre chose: un État nouvellement indépendant n'est pas tenu de maintenir un traité en vigueur ni d'y devenir partie du seul fait qu'à la date de la succession d'État, le traité était en vigueur à l'égard du territoire auquel se rapporte la succession d'État. La Banque mondiale est un des acteurs phares de ce mécanisme d'endettement. Dès les années 1950, elle soutient directement les puissances coloniales à travers l'octroi de prêts. C'est le cas, par exemple, avec le Portugal. La banque continue de lui accorder son soutien financier au mépris de la résolution adoptée en 1965 par l'ONU, lui enjoignant de ne plus soutenir ce pays tant qu'il ne renonce pas à sa politique coloniale. Les dettes contractées auprès de la banque, indispensables aux métropoles belges, britanniques, portugaises, hollandaises,
italiennes ou françaises pour maximiser l'exploitation de leurs colonies, ont ensuite été transférées aux peuples colonisés au moment de leur accession à l'indépendance. Une indépendance de façade donc, concédée tel un cadeau empoisonné accompagné d'un transfert de dette coloniale, opéré sans le consentement des pays concernés. Loin d'être exhaustif, ce dossier peut servir d'introduction et de support pédagogique sur les questions de dette coloniale et de réparation et complète les études existantes sur les différents types de dettes coloniales et les réparations en analysant l'aspect financier des dettes coloniales et des dettes contractées lors des indépendances, en Afrique, Asie et Amérique latine. Comme à son habitude, le CADM tire les ficelles de la dette pour détricoter tout un système tentaculaire d'injustice et d'oppression. Ainsi, l'impact du pouvoir colonial sur les droits des femmes non blanches, et particulièrement leur corps, est abordé dans une recension du livre de Françoise Vergès, Le ventre des femmes. Capitalisme, racialisation, féminisme, les conséquences du colonialisme sur les migrations et sur les populations appauvries du Sud global sont étudiées, ainsi que les catastrophes environnementales causées par les politiques coloniales pendant plusieurs siècles, aboutissant à une classification hypocrite et intéressée entre pays développés et pays en développement. Enfin, différentes revendications sont avancées. Le premier pas vers des relations bilatérales justes et équitables serait de reconnaître que les pays dits endettés sont en réalité les créanciers et ainsi de remettre à l'endroit une certaine vision du monde. Le second pas pourrait alors consister à engager des réparations pour ces crimes humains, économiques, écologiques historiquement commis. Ce dossier, dans sa seconde partie, se concentre donc sur les différentes formes concrètes que peuvent prendre ces réparations. Peu de gens le savent. Mais il existe bel et bien des accords signés entre les anciennes colonies françaises et leur ancienne autorité administrative, la France. Ces accords concernent de nombreux domaines, tels que le militaire, le politique, mais surtout des accords économiques. Voici donc les 11 principaux éléments de ces accords, qui ont été signés à la veille de l'indépendance des pays africains et qui sont toujours en vigueur, strictement appliqués par nos États. 1. La dette coloniale pour remboursement des bénéfices de la colonisation. Les États nouvellement indépendants doivent rembourser le coût des infrastructures construites par la France pendant la colonisation. 2. La confiscation automatique des réserves financières nationales. Les pays africains doivent déposer leurs réserves financières auprès de la Banque de France. Ainsi, la France garde les réserves financières de 14 pays africains depuis 1961, le Bénin, le Burkina Faso, la Guinée-Bissau, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Niger, le Sénégal, le Togo, le Cameroun, la République centrafricaine, le Tchad, le Congo-Brazzaville, la Guinée équatoriale et le Gabon. Ainsi, la gouvernance des politiques monétaires reste asynchrone et incomplète du fait qu'elles sont pilotées directement par le gouvernement français, sans aucun lien avec les autorités financières des pays tels que la CEMAC ou la CEDEAO. Ainsi, du fait des conditions qui lient les banques des zones économiques et financières, elles sont obligées de garder 65% de leurs réserves de change dans un compte d'opération tenu par le Trésor français, ainsi que 20% supplémentaires afin de couvrir les risques financiers. De plus, les banques des zones CFA imposent une limite de crédit à chaque pays membre équivalent à 20% des recettes d'État de l'année N1. Bien que le BEAC ou la BCEAO ont des possibilités de retrait supérieures auprès du Trésor français, ces retraits doivent faire l'objet de l'accord du Trésor français. La décision finale revient donc au Trésor français qui a lui-même investi les réserves des pays africains sur la place boursière parisienne. En d'autres mots, 80% des réserves financières africaines sont déposées sur un compte opération contrôlé par l'administration française. Les deux banques de la zone CFA sont africaines de par leur nom, mais ne décident aucune des politiques monétaires par elles-mêmes. Pire, les pays eux-mêmes ne savent même pas quelle est la part de réserve financière qui leur appartient en groupe ou individuellement en tant que pays, mais détenue par l'administration du Trésor français. Les gains issus des investissements de ces fonds au Trésor français sont censés être rajoutés à la cagnotte africaine, mais aucun compte n'est donné là-dessus aux banques ni même aux pays membres. Seul un groupe limité à 6 administrateurs du Trésor français ont connaissance des montants du compte d'opération, du lieu d'investissement des sommes. Les banques centrales africaines n'ont pas accès à ces informations, déclarait le docteur Gary Bush. On estime maintenant que la France détient près de 500 milliards de dollars auprès de son trésor. Elle est donc prête à tout afin de combattre toute personne qui chercherait à faire la lumière sur le côté obscur de ce vieil empire. Les pays africains ne disposent pas d'accès à cet argent.
La France leur permet d'accéder à seulement 15% de l'argent chaque année. Si elles ont besoin de plus que cela, ils doivent emprunter de l'argent supplémentaire à partir de leur propre 65% du trésor français à des taux commerciaux. De plus, la France impose un plafond sur le montant de l'argent que les pays peuvent emprunter dans leurs réserves. Le plafond est fixé à 20% de leurs recettes publiques de l'année précédente. Si les pays ont besoin d'emprunter plus de 20% de leur propre argent, la France dispose d'un droit de veto. L'ancien président français Jacques Chirac a récemment parlé de l'argent des pays africains dans les banques en France. Voici une de ses vidéos qui parle du système d'exploitation français. Il parle en français, mais voici une transcription d'un extrait court. Nous devons être honnêtes et reconnaître qu'une grande partie de l'argent dans nos banques viennent précisément de l'exploitation du continent africain. 3. Le droit de premier refus sur toute ressource brute ou naturelle découverte dans le pays. La France a le premier droit d'achat des ressources naturelles de la terre de ses ex-colonies. Ce n'est qu'après que la France ait dit « Je ne suis pas intéressé » que les pays africains sont autorisés à chercher d'autres partenaires. 4. Priorité aux intérêts et aux entreprises français dans les marches publiques et appels d'offres publics. Dans l'attribution des marchés publics, les entreprises françaises ont la priorité sur l'attribution. Même si les pays africains peuvent obtenir un meilleur rapport qualité-prix ailleurs. En conséquence, dans la plupart des ex-colonies françaises, tous les leviers économiques des pays sont entre les mains des expatriés français. En Côte d'Ivoire, par exemple, les entreprises françaises possèdent et contrôlent tous les grands services publics, électricité, téléphone, transport, ports et les grandes banques. C'est la même chose dans le commerce, la construction et l'agriculture. En fin de compte, comme je l'ai écrit dans un article précédent, les Africains vivent maintenant sur un continent possédé par les Européens. 5. Droit exclusif de fournir des équipements militaires et de former les officiers militaires des colonies. Grâce à un système sophistiqué de bourses, de subventions, et les « accords de défense » attachés au pacte colonial, les Africains doivent envoyer leurs officiers supérieurs en formation en France. La situation sur le continent est telle que la France a formé des centaines, voire des milliers de « traîtres ». Ils sont tous en sommeil, et seront activés en cas de besoin pour un coup d'État ou tout autre but. 6. Le droit pour la France de déployer des troupes et d'intervenir militairement dans le pays pour défendre ses intérêts. En vertu de ce qu'on appelle les accords de défense, attachés au pacte colonial, la France a le droit d'intervenir militairement dans les pays africains, et aussi de stationner des troupes en permanence dans les bases et installations militaires, entièrement gérées par les Français. Lorsque le président Laurent Gbagbo de la Côte d'Ivoire a tenté de mettre fin à l'exploitation française de son pays, la France a organisé un coup d'État. Pendant le long processus pour évincer Gbagbo, des hélicoptères de combat et des forces spéciales sont intervenus directement dans le conflit, et ont tiré sur des civils. La France a estimé que les hommes d'affaires français avaient perdu plusieurs millions de dollars d'actifs en quittant précipitamment Abidjan en 2006. Pourtant, l'armée française a massacré près de 65 civils non armés et en a blessé 1200 autres. Par la suite, la France a réussi un coup d'État. Elle a fini par transférer le pouvoir à Alassane Ouattara. La France a demandé au gouvernement Ouattara de verser une indemnité à la communauté française pour rembourser les pertes pendant la guerre civile. Le gouvernement Ouattara leur a payé 2 fois le prix de ce qu'ils avaient demandé. C'est l'obligation de faire du français la langue officielle du pays et la langue pour l'éducation. Oui, monsieur. Vous devez parler français, la langue de Molière. Une organisation de la langue française et de la diffusion de la culture française a même été créée. Elle s'appelle la Francophonie et possède plusieurs organisations satellites. Ces organisations sont affiliées et contrôlées par le ministre français des Affaires étrangères. Comme nous l'avons démontré dans cet article, si le français est la seule langue que vous parlez, vous aurez accès à moins de 4% de la connaissance de l'humanité et des idées. Cela reste très limitatif. 8. L'obligation d'utiliser le franc CFA, franc des colonies françaises d'Afrique. Voilà la vraie vache à lait pour la France. Ce système est même dénoncé par l'Union européenne. Mais la France n'est pas prête à faire tomber ce système économique datant de la colonisation qui met environ 500 milliards de dollars des caisses de l'Afrique dans sa trésorerie. Lors de l'introduction de la monnaie euro en Europe, les autres pays européens ont découvert le système d'exploitation français. Beaucoup, spécialement les pays nordiques,
ont été consternés, ils ont suggéré à la France de se débarrasser du système, mais sans succès. 9. L'obligation d'envoyer en France un bilan annuel et un rapport d'état des réservés. Pas de rapport, pas d'argent. Quoi qu'il en soit, le directeur des banques centrales des ex-colonies présente le dit rapport lors des réunions biannuelles des ministres des Finances sur les ex-colonies. Ce rapport est ensuite compilé par la Banque de France et le Trésor français. Dit « renoncer à toute alliance militaire avec d'autres pays, sauf autorisation de la France ». Pourquoi les alliances militaires régionales en Afrique sont les plus faibles? La plupart des pays ont seulement des alliances militaires avec leurs ex-colonisateurs. Drôle, mais vous ne pouvez pas faire mieux. La France leur interdisait toute autre alliance militaire. 11. L'obligation de s'allier avec la France en cas de guerre ou de crise mondiale. Plus d'1 million de soldats africains se sont battus pour la défaite du nazisme et du fascisme au cours de la Seconde Guerre mondiale. Leur contribution est souvent ignorée ou minimisée. Mais quand vous pensez qu'il a fallu seulement 6 semaines à l'Allemagne pour vaincre la France en 1940, la France sait que les Africains pourraient leur être utiles pour sauver la grandeur de la France à l'avenir. Il y a quelque chose de presque psychopathe dans la relation entre la France avec l'Afrique. Tout d'abord, la France est accro au pillage et à l'exploitation de l'Afrique depuis l'époque de l'esclavage. Ensuite, il y a ce manque complet de créativité et d'imagination de l'élite française à penser au-delà du passé et de la tradition. Enfin, la France dispose de 2 institutions qui sont complètement gelées dans le passé, habitées par des paranoïaques et psychopathes hauts fonctionnaires. Ils répandent la peur de l'apocalypse si la France changeait de stratégie. Leurs références idéologiques datent encore du XIXe siècle, ce sont les ministres des Finances et du Budget et des Affaires étrangères de la France. Ces 2 institutions ne sont pas seulement une menace pour l'Afrique, mais pour les Français eux-mêmes. C'est à nous, Africains, de nous libérer, sans en demander la permission. Parce que nous ne comprenons toujours pas comment 450 soldats français en Côte d'Ivoire ont pu contrôler le destin d'une population de 20 millions de personnes? La première réaction des gens quand ils apprennent l'existence de la taxe coloniale française est de poser la question, jusqu'à quand? À titre de comparaison historique, la France a fait payer Haïti l'équivalent de 21 milliards de dollars de 1804 à 1947, près d'un siècle et demi, pour les pertes causées aux marchands d'esclaves français par l'abolition de l'esclavage et de la libération des esclaves haïtiens. Les pays africains paient la taxe coloniale depuis seulement 50 ans, donc cela pourrait durer encore un siècle de plus. La décolonisation accomplie passera par la réappropriation matérielle, culturelle et cultuelle des populations colonisées. Amilcar Cabral, le fondateur du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, affirmait que la colonisation était la mise à l'arrêt de l'histoire des pays colonisés et la libération, sa remise en marche. L'heure est donc à la restitution. Ces dettes coloniales, contractées par les États colonisateurs pour dominer les pays colonisés, se sont retrouvées dans les mains de ces derniers, à l'aune de leur indépendance. Ces pays doivent ainsi rembourser pour tous les crimes que d'autres pays leur ont infligés. On peut citer le cas du Maroc qui, en 1860, se vit demander un dédommagement de la part de l'Espagne pour quitter le territoire de Tétouan, sous occupation espagnole depuis des années. Le Maroc emprunta de l'argent au Royaume-Uni, mais ne parvint pas à atteindre la somme attendue. Des percepteurs espagnols furent alors envoyés aux douanes marocaines afin de lever des fonds. La Tunisie également, qui obtint son indépendance en 1960 et se vit contrainte de racheter ses propres terres agricoles à la France. N'ayant pas de fonds suffisants, elle se trouva dans l'obligation de contracter un prêt à la France. La Belgique, par l'intermédiaire de Léopold II, qui s'endetta énormément sur le dos du Congo, ne fait pas exception. Selon Colette Brackman, journaliste et responsable de l'actualité africaine au Soir, la Belgique n'a jamais vraiment investi au Congo, mais elle a pu en tirer d'énormes bénéfices. D'après des études réalisées par la Banque centrale du Congo belge, le rendement des sociétés congolaises est de beaucoup supérieur à celui des sociétés opérant en Belgique voire à l'étranger. Alors que les bénéfices des sociétés atteignent des sommets, le Congo, lui, s'endette et les charges de sa dette publique représentent 374 millions en 1936. Réduit durant la guerre, l'endettement du Congo repart dès les années 1960, lorsque les autorités belges lancent le plan décennal. Le Congo, une nouvelle fois, est obligé d'emprunter, et il le fait sur le marché belge, plus cher que le marché international, américain en particulier. Les historiens, Stangers,
Van Temsch, estime qu'en tout et pour tout, l'entièreté des dépenses effectuées par la Belgique au Congo s'élève à 209 millions de francs or, soit 7 milliards de francs de 1957. Cette somme représente moins d'un dixième des dépenses annuelles de l'État belge. Et Stangers de conclure, le seul budget des pensions constitue chaque année pour la Belgique une charge presque double de ce que le Congo a coûté en 70 ans. Les sociétés belges basées au Congo faisaient donc 3 fois plus de chiffres que les mêmes sociétés sur le sol belge, et ce, pour des investissements bien moindres. Mais d'où viennent alors les dettes publiques qui se sont accumulées si le Congo rapporte tant de richesses? C'est là où le bâtiment blesse. Ces énormes dettes ont été contractées par Léopold II au début de sa conquête coloniale, avant de tomber sur le caoutchouc, en 1895. Cette découverte lui permettra ensuite d'engranger des « bénéfices » de quelques millions et, dans la foulée, de contracter de nouveaux emprunts. Entre 1901 et 1908, le roi va en effet se procurer quelques 100 millions de francs de cette façon. La loi spécifiait que la moitié de cette somme devait servir à bâtir des infrastructures congolaises. Elle servira plutôt à bâtir l'arcade du cinquantenaire, réaliser des travaux à Laken et au musée de Tervuren pour asseoir la légitimité du roi bâtisseur. Ces dettes, toutefois, ont été elles-mêmes reprises par la Belgique à la fin de la souveraineté de Léopold II sur le territoire et à l'annexion du Congo comme colonie en 1908, et puis renvoyées à la jeune République démocratique du Congo au moment de son indépendance 51 ans plus tard. 110 millions de francs, c'est la dette dont la Belgique hérita à la reprise du Congo de Léopold II. À cela s'ajoute une aide économique apportée aux projets architecturaux du roi. 50 millions et demi lui ont donc été fournis et investis dans son palais à Laken. Selon l'historien américain Adam Hochschild, il n'était pas question que ces sommes fussent payées par le contribuable belge. Elles devaient venir du Congo lui-même. Dans les faits, l'argent vient tout droit de la Banque mondiale, comme le reconnaissent les historiens de cette même banque. Ces prêts qui servaient à alléger la pénurie de dollars des puissances coloniales européennes étaient largement destinés aux intérêts coloniaux, particulièrement dans le secteur minier, que ce soit par l'investissement direct ou l'aide indirecte, comme pour le développement du transport et des mines. En tout et pour tout, le Congo belge a reçu 120 millions de francs en prêts, répartis sur 3 fois. De cette somme, 105,4 millions ont été investis en Belgique. Les dettes contractées par les États coloniaux pour bâtir leur propre pays sont ensuite revenues aux pays colonisés pour les maintenir dans cette situation de soumission économique. Des dettes illégitimes, et pourtant, la logique se poursuivra par la suite. Mobutu, dictateur congolais au pouvoir pendant 30 ans et soutenu par les États-Unis dans un contexte de guerre froide, va également massivement recourir à des emprunts à la Banque mondiale. Emprunts que la banque va accorder, tout en sachant qu'il s'agit d'un despote asservissant son peuple et profitant de cet argent pour son plaisir et sa gloire, comme Léopold II avant lui. Une dette odieuse, car source de souffrance pour la population, ce que n'ignoraient pas les protagonistes de ce choix. Mais dans un contexte de lutte contre le communisme, la Banque mondiale a jugé que Mobutu représentait un allié trop important pour lui refuser des prêts. Une fois le bloc de l'URSS démantelé, le soutien indéfectible des États-Unis va doucement s'affaiblir. La Banque mondiale commence alors à mettre en place des politiques d'ajustement structurel au Congo, qui permettront aux investisseurs étrangers de négocier à bas prix l'extraction des minerais stratégiques congolais. Des réformes économiques nationales opérées par le FMI ou la Banque mondiale en vue de réguler l'attractivité économique des pays endettés, en somme. Ces principes de régulation sont simples: ouverture totale des marchés publics à des entreprises privées, dérégulation maximale de l'économie et marchandisation des biens communs, avec l'objectif rêvé d'accroître l'économie nationale. La logique libérale de la « main invisible » et d'un marché autorégulateur étant de mise. Mais un cercle vicieux s'est au bout du compte installé, au plus le pays s'est engagé dans la « bonne » direction néolibérale, au plus a-t-il pu accéder à des crédits, qu'il devra rembourser. Ces politiques économiques, en dehors même d'être socialement mortifères pour des populations déjà fortement précarisées, posent question. De quelle marge de manœuvre dispose-t-on quand on est forcé de se soumettre à l'implacable loi du marché? Aujourd'hui, apurer cette dette consisterait à hypothéquer l'avenir des Congolais. D'où la question, la payer ou pas? Selon Joseph Stiglitz, ancien vice-président de la Banque mondiale et prix Nobel d'économie, la croissance économique est impossible sans annulation de la dette.